Je me suis occupé aussi d'une jeune fille qui a été tuée par son compagnon. C'est peu conventionnel. Tu vois, à ce moment-là, tu te dis en fait, t'es un peu victime collatérale, quoi. Parce qu'il y a un connard comme ça, il lui a tiré une balle dans la tête, littéralement, avec un fusil de chasse. Ah bah, il y avait rien à faire. Le visage n'était pas présentable. Ça, j'oublierai jamais. Même à ce moment-là, je me suis dit, moi, franchement, j'enchaîne trop de patients comme ça, j'abandonne, quoi. Bonjour à tous et bienvenue dans un tout nouvel épisode Upcast. Aujourd'hui, je reçois Mickaël qui est thanatopracteur. Bonjour, bonjour. Est-ce que tu es content d'être là? Je suis super content d'être là, de te voir en vrai. Upcast en réel, on adore. Moi aussi, je suis trop contente, Mika, que tu sois là. Merci. Mika, il a fait, en plus, ça fait vachement de route là. Ouais. Il est crevé de sa semaine. Carrément, j'ai passé une semaine de dingue, ultra intensif. Voilà, on était en tournage pour un petit truc de divertissement bien sympa. On a fini à 4h, voilà, 4h30 même. J'ai dormi 4 heures et puis j'ai refait... Ah, mais t'as fini aussi tard là? Ouais. J'ai fait après 2h30 de route pour venir te voir. Mais nous sommes là, on est contents. Et t'as bonne mine. Ouais, bah t'as vu un peu. Bon, Mika, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste précisément le métier de thanatopracteur? Tout à fait. Alors, la thanatopraxie, le but même de la thanatopraxie, c'est de ralentir la thanatomorphose. Ok. La thanatomorphose, c'est plus ou moins la décomposition du corps. Voilà. D'accord. La thanatopraxie va ralentir cette thanatomorphose jusqu'à l'inhumation ou la crémation. On soit bien d'accord, le but, c'est pas de faire des momies, c'est de l'embaumement, mais de l'embaumement moderne. Voilà, ça n'a rien à voir avec l'embaumement antique, où le but était vraiment de faire durer les corps sur du long terme. Nous, non, c'est pas ça. La nature doit reprendre ses droits. On meurt tous, sinon le cimetière serait bondé. C'est pas le but. Voilà, il faut qu'on disparaisse, qu'on retourne à l'état de poussière. Mais vraiment, le but, c'est d'avoir un corps relativement sain et qui reste intègre le temps en fait, du recueillement de la famille. Oui, voilà, pour que la famille puisse se recueillir. C'est ça, que le corps ne soit pas pathogène, c'est-à-dire qu'il ne soit pas, un corps peut être pathogène, c'est-à-dire qu'il peut avoir des bactéries, il peut encore y avoir des virus, tu vois, qui peuvent contaminer le personnel des pompes funèbres ou la famille, c'est pas le but, donc on a un corps sain, relativement vraiment sain. Et, parce que, pardon, je te coupe, mais si tu ne ferais pas ces soins-là, c'est-à-dire que par exemple, je sais pas, une personne qui meurt du Covid, on va dire, qui a le Covid, elle peut te le refiler si tu ne fais pas ces soins-là? Alors le Covid, c'est un virus. Ouais, c'est un virus. Mais c'est un virus qui est considéré comme un peu volatile. Donc en effet, il y a des précautions à prendre. Normalement, un virus meurt en même temps que son hôte. Le principe, c'est qu'un virus va avoir besoin d'une cellule saine et vivante. Il va contaminer une cellule saine et vivante pour se reproduire, à la différence d'une bactérie qui, elle, se reproduit par scissiparité, c'est-à-dire qu'elle se reproduit par elle-même. Elle peut se développer même sur une surface inerte, sur une table, et donc du coup sur un humain en putréfaction. Voilà. Donc, dans l'idée, normalement, les virus meurent en même temps que leur hôte. Mais en effet, quelques heures après, il peut encore y avoir des virus. Donc, le but de la thanatopraxie, c'est aussi il faut aseptiser le défunt. On désinfecte une surface inerte, on aseptise un humain. Voilà, le vrai terme, c'est ça. Okay. Pour éviter justement tous ces pathogènes, etc. C'est vraiment le but de la thanatopraxie. C'est que le corps soit sain pour la famille et le personnel qui va manipuler le défunt. Bien sûr. Et le but aussi, c'est qu'il n'y ait pas d'évolution physique. C'est-à-dire, on va vraiment ralentir cette thanatomorphose pour qu'il n'y ait pas d'évolution physique devant la famille, que le défunt, grosso modo, ne pourrisse pas devant la famille. Ouais, c'est un peu ça, quoi. Que il soit comme il était avant. C'est ça. Voilà. Le but, c'est que ça soit aussi naturel et que vraiment qu'on ralentisse cette décomposition pour pas traumatiser les familles. Voilà. Mais après, elle doit reprendre, on est d'accord? Il doit se décomposer. C'est ça, voilà. Le but, c'est de ne pas faire des surdosages. Il faut vraiment qu'une fois que le cercueil est fermé, il faut que le défunt, il faut que la thanatomorphose reprenne et que le défunt devienne poussière, quoi. Ok. Toi, c'est quoi qui t'a attiré vers ce métier peu connu, finalement? Parce que les gens, je leur ai demandé des questions là sur Insta, mais c'est quoi ce métier? T'en as qui connaissent même pas, alors on va tous y passer finalement. C'est ça. Non, mais c'est clairement inconnu. Maintenant, grâce aux réseaux sociaux, grâce à Internet, donc depuis une dizaine d'années, ça commence quand même à se connaître. Ouais. Mais il y a plein de gens qui connaissent pas, ouais. Moi, ce qui m'a attiré, alors, comme beaucoup de thanatos, moi, je voulais être légiste. Donc, je voulais médecin légiste. Ouais, voilà. Moi, je voulais rechercher les causes du décès, tu sais, un peu NCIS et tout, voilà. Après, j'ai toujours eu quand même un attrait pour l'anatomie, pour le corps humain. Je me suis dit vraiment, c'est une machinerie qui me passionnait. Tu vois, déjà tout petit, j'avais des bouquins sur ça, tu sais, avec comment ça s'appelait? Les squelettes et tout, là? Ouais, déjà, j'avais ça. Et ils avaient sorti une série de, tu sais, je crois que c'était La Vie.
La vie, c'est la petite série là où ça. Arrête, j'ai pas la rêve, vous avez la rêve? Mais non, si, c'est un petit bonhomme, c'est vieux et on t'explique le corps humain et tout. Moi, j'adorais déjà tout ça. Ok. Et en fait, si tu veux arriver à l'adolescence, déjà j'étais un cancre à l'école, donc déjà mais légiste, il faut faire des études de médecine qui sont très très longues, tu vois. Je disais n'importe quoi à l'école. Ouais, donc tu t'es dit c'est mort. Ouais, c'est mort clairement. Hein, j'ai été le dernier de la classe. Et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un déclic un jour parce que j'ai perdu une fille que je connaissais, voilà, qui s'est faite faucher à la sortie d'un bal. Merde. Et quand je l'ai vue, elle était belle en soi pour quelqu'un qui avait quand même été renversé. Mais moi, je me souviens qu'elle avait les cheveux souvent lisses et là, elle avait les cheveux frisés, tu vois. Donc ça m'avait perturbé. Naturel. Ouais. Et je m'étais dit, tu vois, je la trouvais quand même un peu blafarde et tout. Et je me suis dit, putain, mais il y a des gens qui font ça, il y a des gens qui font ce métier. Et je me suis un peu plus penché, tu vois, là-dessus, sur le côté esthétique. C'est ça, je me suis dit, tu vois, et en fait, c'est comme ça que j'ai découvert la thanatopraxie, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, médecin légiste, c'était pas travailler qu'avec des défunts, oui. C'était travailler en parallèle de la justice. Mais tu peux t'occuper d'une personne, une personne qui a été agressée sexuellement va voir un légiste, une femme battue, tu te fais agresser dans la rue, c'est un légiste qui va constater tes blessures, il travaille en parallèle de la justice. Moi, donc c'est pas que ça, ouais, c'est... Voilà. Ouais, c'est autre chose. Toi, tu prépares et puis lui, je pense ça doit être plus hard. C'est très compliqué, puis c'est des longues études, c'est très formel et tout. Et en fait, je me suis dit, donc c'est pas ça qui me plaît. Moi, vraiment, je veux vraiment travailler avec des défunts. Et donc, j'ai eu ce petit déclic-là. Et en fait, j'ai commencé par un cursus, je voulais être pilote d'hélicoptère ou du coup thanato après. Ah ouais, c'est vraiment deux milieux différents. C'est ça, on est à l'opposé. Pilote d'hélicoptère, c'était un rêve de gamin. Dès qu'il y avait un hélicoptère, j'étais dehors, j'avais plein de maquettes et tout quand j'étais petit. Ouais. Mais déjà, j'avais déjà eu en amont des signes. Ma mère me disait, il y avait des signes. Tu voyais un animal mort, tu prenais un bâton, tu allais voir, tu me disais, ah, mais tu penses qu'il est mort de quoi et tout. Donc, il y avait déjà, si tu veux, un attrait pour ça, pour tu vois ce côté un peu scientifique, etc. Mais j'ai commencé par le cursus du coup pilote d'hélico, donc j'ai passé un concours de gendarme et tout que j'ai eu. Et en fait, il s'avère que j'ai été ajourné par rapport à mon asthme. Donc, ils m'ont mis 1 an d'ajournement. J'avais 1 an pour faire une exploration pulmonaire, pour prouver que j'avais un asthme régulé et tout. Et entre-temps, j'ai passé un test d'entrée dans une école de thanatopraxie. Et en fait, il s'avère que j'ai été pris. Et donc, j'ai laissé tomber le cursus militaire et j'ai commencé le cursus thanatopraxie. Quoi. Putain, c'était ton destin, quoi. Voilà, c'est ça. J'ai commencé le cursus thanatopraxie et quand... Mais t'avais quel âge? T'avais pas fait d'autres études avant? Non. Avant, j'avais bossé à Quick. J'avais fait un CAP vente. Voilà. J'aimais beaucoup la vente. Moi, contrairement à ce qu'on peut penser, moi j'adore les gens. J'adore les gens. Le commerce, j'aimais beaucoup. Voilà. Mais je me suis dit que je me voyais pas faire ça toute ma vie, en fait. Clairement. Puis ça a changé, je trouve. C'est ça a changé. Et puis après, j'ai été bosser dans un fast-food pendant 6 mois. Ça, du coup, j'ai dit stop. Quoi. Les gens les plus ingrats que j'ai pu connaître dans ma vie, c'était clairement dans ces structures. Ah ouais, on te prend pour de la merde, quoi. On te tutoie. Alors, le tutoiement me dérange pas. J'ai le tutoiement facile. Moi, dans le funéraire, il y a le tutoiement facile. Mais clairement, ce qui me dérangeait, c'était ce manque de respect, quoi. Pas de s'il te plaît, pas de... j'ai dit, c'est mort. Il faut que je fasse autre chose, quoi. C'est là que je me suis dit... Et j'ai découvert la thanatopraxie et voilà. Et donc, du coup, j'ai fait ce test d'entrée, j'ai été pris. Donc, je suis parti de base initialement faire mes études à Avignon, quoi. Incroyable, quoi. Ouais. Et c'est quoi les études qu'il faut? Alors, les études qu'il faut, ça a évolué depuis 2-3 années là. Maintenant, il faut un bac ou un niveau bac pour intégrer le cursus. Enfin, obligatoire. Il faut que tu aies un bac. Un bac, ou un niveau bac au moins. Chose que moi, je n'ai pas. Je suis passé juste l'année avant la réforme. Voilà. Oh, le destin. Ouais, le destin laisse tomber. J'ai vraiment eu de la chance. Alors en fait, il faut un bac ou un niveau bac. Et suite à ça, tu peux t'inscrire dans une école de thanatopraxie. Donc en fait, ça peut être un centre de formation privé agréé ou certaines facs de médecine qui dispensent le cursus thanatopraxie. En soi, la première phase, elle n'est pas bien longue. C'est un minimum d'heures obligatoires que tu dois faire dans ce centre de formation ou dans la fac de médecine. Donc moi, après, j'ai été à Avignon initialement, mais après, j'ai eu des problèmes de santé, je t'en parlerai. Donc ça a mis un terme à mes études. Et quand j'ai repris par le cursus public, voilà, en fac de médecine. Tu t'inscris du coup dans ces écoles, tu suis un minimum d'heures, donc c'est à peu près 200 heures de théorie. C'est pas très très long. En soi, en 5 semaines, c'est fait. Il y a des écoles où ils le font 2 mois parce qu'ils te font des cours supplémentaires. Mais vraiment, tu as 200 heures minimum de cours à suivre. À la fin de ces 200 heures, tu as une attestation de fin de formation initiale qui te permet de t'inscrire au concours. Le concours, c'est le même pour tout le monde. Que tu viennes d'une structure privée ou d'une structure publique, tu passes le même concours à Paris, dispensé par le ministère de la Santé.
Voilà. D'accord, ok. Avec cette attestation de fin de formation initiale. Bien sûr, c'est pas ces 200 heures qui te suffisent à avoir ton concours. C'est un concours. Non, Qui dit concours dit numerus clausus. Tu as 65 places pour 400 à 500 candidats par an. Waouh. Autant te dire que c'est costaud. Ah C'est-à-dire que moi, rien que dans ma salle, on était 120, je crois. C'est-à-dire que tu sais que déjà, enfin, tu vois. Voilà. C'est dingue, quoi. Putain. Et t'as 4 salles. Tu te dis. Donc, tu fais ton attestation de fin de formation initiale. Tu passes ton concours. Entre-temps, tu bosses, tu manges ta natopraxie, tu vis ta natopraxie, clairement. Dès que tu as ton concours… Tu fais des, comment on dit, les soins et tout, tu les fais sur quoi Alors, quand tu es en formation théorique, tout dépend où tu es. Tu as des fois des cours de dissection, même si maintenant je crois que ça va s'arrêter maintenant, ils veulent privilégier les cours de dissection vraiment pour les étudiants en médecine. Encore une fois, on est passé sur les derniers. Moi, dans la faculté, j'étais à Angers, la faculté de médecine d'Angers, on a fait des cours de dissection. Donc réellement, des cours de dissection sur des vrais corps donnés à la science. Voilà. Ah, c'est pour ça, donner à la science. Ouais, donner à la science. C'est rien à voir avec le don d'organes. C'est passionnant, c'est ouf, c'est trash, faut supporter. Ouais, le premier corps que tu as dû voir. Les corps sont optimisés. Voilà, c'est-à-dire que la vérité, c'est qu'ils vont pas, ils te donnent ce qui t'intéresse. C'est-à-dire que un professeur qui veut faire un cours sur des élèves en médecine sur, je sais pas, une chirurgie du pied, ils vont pas donner un corps entier. Donc, voilà. Waouh, ok. Et oui, les corps sont optimisés, inévitablement. Sûr. Après, les gens qui font ça, ils le savent, voilà, et je remercierai jamais assez les gens qui donnent leur corps à la science. Et moi, tout ce que tu apprends en théorie, ça s'image, quoi. C'est juste ouf, quoi. Mais après, dans le privé, je crois pas qu'ils fassent forcément des cours de j'allais dire, putain, c'est fou. Ah, je pensais pas. Moi, tu donnes ton corps à la science, tu peux donner ton corps à la science. Il y en a qui donnent leur corps à la science, ouais, c'est ça. Et ça permet de faire les études. Et donc, c'est génial. Ouais. C'est ouf, c'est passionnant. Et donc, pendant cette formation théorique, en général, c'est vraiment que de la théorie. Tu passes ton concours et une fois que tu as ton concours, après, tu pars pour le cursus pratique du coup. Le cursus pratique, c'est minimum 6 mois, maximum 1 an. Tu dois faire au minimum 75 soins en autonomie. C'est-à-dire qu'avant de faire tes 75 soins en autonomie, tu en fais déjà un tas, tu vois, avec tes maîtres de stage que tu suis. C'est ultra difficile pour trouver des maîtres de stage. Souvent, les maîtres de stage, il faut les payer. Non. Si. Ça leur prend du temps quand même de faire ça si tu veux. Alors à la fin tu leur en fais gagner parce que du coup tu travailles un peu pour eux, tu vois, avec eux. Oui, bien sûr. Et puis mais au début ça prend du temps, donc voilà. Mais comme tout dans tout métier, j'allais dire, un stagiaire prend du temps, un apprenti prend du temps, ça. Mais bon. Mais c'est un cursus compliqué quand même. Et tu pars donc du coup en pratique. La pratique c'est très compliqué aussi parce que c'est beaucoup d'informations, voilà, tu vois. Et à la fin tu passes un examen pratique, sur un vrai défunt. Je précise que la famille n'est pas spécialement au courant. On me demande souvent la question, oui, mais c'est un vrai défunt. Oui, c'est un vrai défunt, il n'y a pas de souci. Le jour où on est présenté à l'examen, on est censé être autonome. On a déjà nos 75 soins minimum derrière nous, tu vois. On travaille sous la responsabilité de notre maître de stage. Et en plus, le jour où on fait l'examen, il y a aussi les 2 examinateurs. C'est-à-dire que tu as 3 thanatopracteurs diplômés dans la salle, plus toi. Je veux dire, si vraiment tu viens à quaquer, ils reprennent. Après, c'est des gens qui sont décédés. Bon, c'est pas pour autant qu'il faut faire n'importe quoi. Attention, bien sûr, c'est vraiment régi par. Voilà, tu fais une surinjection, ton corps, il peut flasher et tout. Pour la famille, après, c'est compliqué. Après, attends, là, c'est pareil, des coordonnées à la science ? Non. C'est des défunts. Voilà, c'est ça la différence. Non, c'est des défunts. Ça peut être moi, je décède demain, on te donne là pour examiner mon corps. Quoi. Ça se trouve, tu as perdu un proche qui un jour que tu as pu voir, qui était très bien. Et en fait, ça se trouve, il a été préparé par un élève qui passait son examen ou par un élève stagiaire. Voilà. Incroyable. Mais toujours en présence de son maître de stage. Bien sûr. Parce qu'en fait, tu travailles sous la responsabilité de ton maître de stage. Donc, si tu veux, ton maître de stage, c'est lui qui estime quand il peut te présenter. Il est là en permanence. Il ne peut pas y avoir de couac, quoi. Il peut pas y avoir de couac, mais non. Et les familles ne sont pas au courant parce que si tu veux, c'est comme si c'était le maître de stage qui faisait le soin, grosso modo, quoi. Oui, bien sûr, il te fait confiance finalement. Voilà, donc les familles ne sont pas au courant et le soin est fait. C'est fou, non mais ça par contre, je savais pas du tout, quoi. Ouais. Et après, donc suite à ça, tu t'attends longtemps parce qu'il faut que tu attendes la parution au journal officiel pour savoir si tu es thanato. Si tu loupes cet examen pratique, depuis peu, encore une fois, tu peux repasser une fois l'examen pratique. Si tu le loupes 2 fois, tu recommences au concours. Alors, tu ne recommences pas la formation initiale, mais tu recommences le concours. Voilà, c'est ça. Sachant que ça peut être très très long. C'est vraiment un cursus barbare, clairement. Et en plus, ça coûte cher.
Oui, j'allais te le demander. Les écoles sont chères, tu ne Ouais. trouves pas forcément de maître de stage à côté de chez toi, donc tu dois bouger. Moi, ça a été mon cas. C'est un cursus qui ne coûte pas loin de 10 000 €. Quoi. Ah ouais. Ouais. Donc en fait, c'est un métier passion, quoi. C'est un métier passion. Parce que c'est un cursus dur et qui coûte cher. Oh là là. Putain, je savais pas tout ça. Et ouais, et les gens, les gens souvent disent ah ouais, bah, y a des études pour faire ça. Ben ouais. Parce que ça, ben, on travaille En quand fait, même. c'est trop sous-estimé, je trouve, en fait, ce métier-là. Quand les gens ne connaissent même pas le métier, alors qu'on va tous y passer, quoi. Mais c'est ça, ils connaissent pas et le funéraire c'est régi par plein de règles. Maintenant, pour quasiment tout faire dans le funéraire, il y a des diplômes, etc. Et heureusement, parce que je veux dire, c'est pas n'importe quoi. Tu travailles quand même avec c'est des humains, c'est des gens qui ont vécu, tu vois, c'est pas un vulgaire bout de viande, quoi. Ouais, Tu non, peux pas c'est faire clair. tout et n'importe quoi. Il y a aussi un risque sanitaire derrière, tu vois. Donc oui, bien sûr qu'on fait des études, il faut un minimum, il faut des bases, tu vois. Et les gens, ils savent pas ça. Mais non. Les gens, pour eux, thanatopracteur, c'est ah ouais, tu maquilles les morts. T'as envie de leur dire. Ouais, non, même pas. Ouais, t'as envie de leur dire, je me suis pas tapé 2 ans d'études juste pour maquiller les morts. Mais en fait, dans un soin de conservation qui dure à peu près 1 heure, le maquillage, c'est les 10 dernières minutes. Vraiment, la base d'un soin, c'est un acte. C'est la conservation du corps. C'est ça. C'est un acte de chirurgie post-mortem. C'est un acte chirurgical post-mortem où tu fais des incisions, tu ponctionnes des liquides biologiques, tu réinjectes dans le système cardiovasculaire une solution de conservation. C'est quelque chose de technique, tu vois. Il faut que tu connaisses quand même ton anatomie. J'allais te demander les étapes après, ouais. Ouais. Bah, les étapes, on peut y venir si tu veux. Tu veux qu'on fasse ça maintenant? Comme tu veux. C'est toi. Tu gères. Elles arrivent après. C'est quoi les étapes principales d'une intervention de thanatopraxie? Ouais, c'est quoi les étapes, quoi? C'est quoi quand voilà, le défunt arrive, qu'est-ce que tu fais, quoi? Alors, étape d'un soin. Le défunt, il arrive. Donc, le défunt, il arrive dans une housse mortuaire, voilà, blanche. Tu ouvres ta housse, tu la désinfectes avant ta housse, tu l'ouvres. Tu vérifies l'identité du défunt, primordial. Voilà. Bien sûr. Voilà. Il a un bracelet d'identification, c'est obligatoire, tu vérifies l'identité. Tu vérifies si ça coordonne avec ce que tu as sur le certificat de décès. Sur le certificat de décès, tu as aussi un an. Donc, de quoi il est décédé le défunt, tu ne le sais pas. C'est confidentiel. Voilà. Ah, tu ne sais pas, toi, de la Non, personne? il n'y a que le médecin qui l'a rempli. Après, c'est cacheté. Et bien sûr, après, c'est analysé par l'ARS. Nous, on a un encart pour nous, savoir s'il y a un obstacle aux soins, savoir s'il y a un pacemaker qu'il faut retirer. Bien sûr. Après. Les piles, tout ça. Voilà, ouais. c'est ça, ouais, des stimulateurs et tout. Et donc, tu vérifies ton identité. En premier lieu, tu vas donc du coup aseptiser le défunt, tu vas le désinfecter, voilà, le laver si nécessaire, tu lui enlèves les vêtements, tu changes la couche s'il faut la changer. Voilà, souvent, les défunts ont des couches. Les 3/4 des gens meurent en structure, hein, en EHPAD, à l'hôpital, en clinique. Bien sûr. Donc, ils ont tout le temps des protections. Voilà, parce que ça peut couler. Oui, Avec le relâchement des sphincters, ça peut couler. Ouais, ça, moi, je savais, mais je pense que beaucoup de personnes ne savent pas ça. Ouais, si, ça peut couler. On se vide un peu de nos... Alors, c'est relativement rare quand même. Ouais. Mais surtout que nous, en plus, on fonctionne quand même la vessie. Donc déjà, l'urine, on va le retirer. Ça fait partie des liquides qu'on retire. Ensuite, on va désinfecter les cavités. Donc, les cavités, ça va être le nez, voilà, Okay. les narines, même les fosses nasales, vraiment. La bouche, voilà, parce que la bouche, c'est ultra pathogène, vraiment. D'accord, C'est une cavité creuse où les bactéries, vu qu'il y a de l'air, elles vont proliférer relativement rapidement. Donc, il faut vraiment bien désinfecter la bouche, vraiment bien aseptiser la bouche, sinon ça va devenir vert, clairement. On fait des yeux aussi. Donc voilà, il faut désinfecter les yeux. Donc on a des produits qui sont en fait... C'est fou, hein? Ouais. Je suis un peu bouche bée, vous n'allez pas trop entendre parler, je pense, pendant cette ITV. Si, il faut tout vraiment nettoyer tout ça. Alors on utilise des produits qui sont antifongiques, donc contre les champignons, bactéricides contre les bactéries, virucides, voilà. Insecticides, parce que clairement, les mouches peuvent pondre sur un défunt. Mais oui, de toute façon, donc, on est décédé. Voilà, on utilise vraiment, ça couvre une large... c'est large quoi, ce qu'on utilise vraiment pour être sûr que le corps soit sain, qu'il soit pas, voilà, qu'il puisse pas contaminer qui que ce soit. Oui, et puis qu'il puisse pas se défaire aussi. C'est ça aussi, voilà. Donc si tu veux, tu désinfectes bien du coup toutes tes cavités. Ensuite, on va passer à la recherche artérielle. Donc la recherche artérielle, parce que le soin de conservation, on va bosser sur le système cardiovasculaire. On va remplacer le sang par une solution de conservation. Voilà, grosso modo, c'est ça. Donc, c'est quand même relativement technique. Donc, on va injecter dans le système artériel. Donc, tu enlèves tout le sang? Alors, pas tout, c'est difficile, mais au plus possible. En fait, rien de mieux que de passer par le système cardiovasculaire pour aller traiter l'intégralité d'un défunt. C'est-à-dire que tu te coupes le bout du doigt, tu saignes. Tu te coupes le bout du doigt de pied, tu saignes. Parce que du sang, tu en as dans ton organisme, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, si tu retires ce sang que tu viens remplacer par une solution de conservation, ta solution de conservation va être diffusée dans l'intégralité de ton corps, en fait. Donc, rien de mieux que d'utiliser ça. Surtout que le sang,
c'est un des liquides qui va s'abîmer en premier, en fait. Si tu veux, ouais. un corps va s'abîmer souvent parce que les liquides qu'on a en nous, les liquides biologiques, c'est ce qui va tourner en fait en premier. Donc, il faut en retirer un maximum. Voilà. Donc, combien t'enlèves eh ben, ça dépend, c'est variable. Tu peux, des litres? Ouais, mais on n'a jamais tout. Hein. On n'a jamais tout, sincèrement, mais tu peux enlever. Je sais pas, en fait, la question me vient comme ça. Tu vas enlever 3 litres et t'en as, tu vas enlever qu'un litre 5, voilà, si tu veux. Ok. Ça dépend, voilà, ça dépend de l'état des artères de la personne, ça dépend de tout un tas d'éléments, si tu veux. Après, c'est aussi ton injection qui compte, voilà. C'est ultra variable. Vraiment, il n'y a pas de règle. Et donc, tu fais ta recherche artérielle. Tu as plusieurs artères qu'on utilise. Hein. On peut utiliser les carotides. Voilà. Ça peut être les brachiales ou les axillaires. Ça peut être les fémorales. Voilà. Et par contre, on fonctionne toujours au cœur. C'est-à-dire qu'on fait un petit trou en dessous du sternum. On a un tube de ponction, autrement appelé un trocar. Et on va aller chercher dans l'oreillette droite. Donc, c'est l'arrivée du sang veineux. Tu sais, oui, ok. Tu viens le circuit rouge, le circuit bleu, le sang oxygéné, non oxygéné. Donc, du coup, on ponctionne dans le système veineux, on injecte dans le système artériel, et vu que c'est une boucle, ben, tu pousses d'un côté, tu aspires de l'autre, voilà, pour que ça diffuse correctement en fait. Oh, ok, voilà. C'est incroyable. Et là, instantanément, au moment où tu commences à injecter, sachant que ce que tu injectes, donc en plus de tous les produits qu'il y a dedans, toutes les propriétés qu'il y a dedans, c'est aussi coloré. C'est légèrement coloré, un petit peu rosé, pour venir reteinter les tissus du défunt. Parce que du coup, vu que tu retires le sang, ce qui fait qu'on a le teint rosé, etc., en fait, c'est les capillaires, tu vois, c'est la capillarité qu'on a sous la peau qui va nous roser un peu les tissus, tu vois. Mais vu qu'on retire le sang, le défunt est encore plus blanc, si tu veux. Les défunts sont blancs, pourquoi? Parce que le sang, vu que tu es mort, que la pompe ne circule plus, le sang va partir dans les parties déclives. Donc, tu meurs en décubitus dorsal, sur le dos, le sang va partir dans le dos, etc. Donc, le défunt va du coup naturellement devenir un peu blanc. Et nous, on réinjecte avec notre solution du coup qui est légèrement colorée. Et là, tu vois le défunt qui reprend une mine plus allée, plus vivante. Tu vas avoir les lividités, donc toute l'accumulation de sang qui va se chasser parce qu'on masse bien. On masse beaucoup justement pour chasser toutes ces lividités. Tu masses le corps, le visage. Ouais, c'est ça, on masse un peu partout, pour que du coup l'accumulation de sang dans les capillaires se chasse et soit remplacée par notre solution de conservation. Et là, tu vois le défunt qui est comme s'il revivait, quoi. C'est ça, les globes oculaires vont reprendre un petit peu du volume, les ailes du nez pareil, les lèvres, si tu veux, si ça s'était un petit peu, tu sais, rétracté, tu vois, ça reprend un peu de volume, ça reprend un teint plus allé, plus vivant. Et rien que l'injection, le avant-après, tu verrais la différence. On mettra pas de photos, les amis. Non, on mettra pas de photos. Mais tu passes sur une personne endormie, en fait. Quoi. Tu passes sur une personne endormie, clairement, quoi. La différence doit être incroyable. C'est incroyable. Si un soin, au plus tôt possible tu fais un soin, au plus il a de chances de fonctionner. Voilà, clairement. Et là, tu vois le défunt qui reprend vie, quoi. C'est dingue. Je suis impressionnée avec un par... bon soin, il n'y a même pas besoin de make-up. Il n'y a même pas besoin de cosmétique avec un bon soin, des fois. T'en fais à part léger. Si la personne aimait se maquiller et qu'elle était comme ça. Oui, voilà. Mais des fois, c'est amplement suffisant. Une bonne hydratation, un bon soin, s'il est bien passé, c'est ouf en fait. Ah ouais, je suis bluffée, vraiment. Ah non, je suis bluffée. Les gens ne connaissent pas. Et donc pour les autres étapes, une fois que ton injection est faite, etc., bon alors tu vas faire, tu cures les ongles, etc., inévitablement, voilà. Ensuite, tu vas donc du coup, fonctionner, on ne fonctionne pas que le sang, on fonctionne d'autres liquides biologiques, donc on retourne notre tube de ponction pour aller chercher un petit peu ce qu'on peut trouver en partie abdominale, tu vois. On va vider notamment la vessie, s'il y a de l'acide aussi, c'est du liquide dans le péritoine, un peu, on va vider tout ça parce que ça s'abîme très très vite. Et on va injecter aussi une solution de conservation directement dans l'abdomen et le thorax, voilà. Ça, c'est pas coloré, c'est quelque chose de beaucoup plus fort et qui est utilisé pur parce que, en fait, la décomposition commence par souvent la zone abdominale. Voilà, au niveau du sécom, en fait. La tache verte abdominale commence par là parce que c'est là où on a la matière fécale. C'est là où on a le bol alimentaire, l'alimentation, qu'on ne peut pas spécialement retirer. Et donc, ici, les bactéries, voilà, il y a de quoi manger, ça y va. Tu vois, on a déjà de la flore commensale en nous. Ouais, donc, il faut savoir que… Oui, bien sûr, on est déjà… Et en fait, si tu veux, les gens font souvent un lien avec, les insectes, les asticots. Mais en soi, il y a très, très peu de personnes qui sont mangées par des asticots, réellement.
surtout de nos jours, maintenant qu'on a des structures, qu'on a des funérariums et tout. Oui, puis avec tous les produits que vous mettez et tout, je pense que c'est chaud quand même. Bah alors non, ouais, clairement, après un soin, c'est difficile. Tu as un méchage qui est fait, etc. Les défunts sont dans des structures adaptées. On veille à ce qu'il n'y ait pas de mouches, voilà, qu'il n'y ait pas d'insectes. Donc voilà. Et puis concrètement, ce qui va nous manger, on l'a en nous. Les gens font une fixette avec ça. Moi, je vais être brûlé parce que je ne veux pas être bouffé par les asticots. Mais en fait, ce qui va nous désintégrer, la nature est bien faite, on l'a en nous toute notre vie. Ça s'appelle la flore commensale. Ok, ouais, j'ai déjà entendu parler de ça. Voilà, c'est des bactéries en fait. C'est les bactéries qu'on a. On a des bactéries qui tapissent nos organes creux, qui nous sont bénéfiques. Tu as la flore vaginale, Oui, la bien flore sûr. buccale, la flore intestinale, voilà. Tout ça, c'est des bactéries qui ne se développent pas plus que ce qu'il faut parce qu'elles sont cantonnées par le système immunitaire. Et c'est aussi une flore qu'il ne faut pas abîmer, voilà, parce qu'elle nous est vraiment bénéfique au bon fonctionnement de notre organisme. Et en fait, dès le moment qu'on meurt, notre système immunitaire, du coup, meurt avec nous. D'accord, Voilà, ok. on n'a plus de cellules qui sont là pour nous défendre. Et à ce moment-là, ces bactéries, elles vont continuer de proliférer. Oh, ok, Voilà. d'accord. Et elles vont continuer de proliférer. Et donc, forcément, dans les intestins, on en a énormément. C'est pour ça que la décomposition commence par ici, parce que c'est là où elles vont s'activer. Elles vont se multiplier. En plus, elles ont de quoi manger, clairement. Ouais, il y a Et en fait, elles se retournent contre nous. du repas. Elles se retournent contre nous et elles nous désagrègent, en fait. Voilà, la nature est bien faite. Elles nous sont bénéfiques toute notre vie et le jour où on meurt, eh ben, c'est elles qui nous font retourner à l'état de poussière. Putain, c'est fou. Et ouais, clairement. Je Donc suis les gens font une bluffée, quoi. fixette à chaque fois avec leur histoire des asticots. Ouais, mais en étant fait, défendu toute votre vie, enfin, toute c'est notre vie ça. finalement, ils protègent nos Voilà. organes, notre système et tout. Et à la fin, eh ben, ils font le travail et ils nous font disparaître. Ouais, c'est très bien Et finalement, je la trouve. nature est bien faite. Voilà. Voilà, voilà. Et nous, le but, ces petites bactéries, c'est pas de les stopper totalement, mais c'est de les ralentir. Voilà. On ne peut Juste pas le les stopper temps, totalement. voilà. On ne peut pas stopper totalement. Voilà. Il y avait des momies à l'époque, mais c'était totalement différent. Il n'y avait pas de présentation. Nous, vraiment, c'est de ralentir ce système de thanatomorphose. On va mettre aussi du produit donc, pur dans les cavités. Ensuite, on suture ce qu'on a ouvert. En soi, on fait pas beaucoup de. On a vraiment un trou de ponction qui est gros comme mon petit doigt, qui va être le même pour le thorax et pour l'abdomen, voilà, clairement. Ouais, c'est pas très gros, quoi. Non, et on a une petite incision au niveau d'une artère, voilà, donc ça peut être, souvent, ça va être la carotide, tu vois, ça peut être brachial, fémoral, des fois, ça va être plusieurs, parce que des fois, il faut injecter en plusieurs points, il y a des cas, notamment les corps autopsiés, si le défunt part à l'étranger, si la conservation doit être très, très longue, voilà, tu vois, c'est des cas particuliers. On ferme toutes ces petites, donc on suture pour que le corps soit étanche, voilà. Tu sutures quoi? On suture toutes ces petites incisions Tout à fait. qu'on a pu faire, voilà, clairement. Et ensuite, on fait le méchage. Le méchage, donc voilà. Donc, en Ça, c'est effet, quand, par exemple, je me rappelle, c'est quoi les mèches? C'est ce qu'on met quand on a une opération et tout ça, là. bah, voilà, c'est le C'est même ça, hein. principe. Donc, on en met bien sûr dans la bouche, voilà, pour éviter que s'il y a encore des liquides qui remontent, que des Faut fins s'absorber, vomissent, quoi. voilà, c'est ça. On en met dans les fosses nasales, inévitablement, vraiment, tu vois, on bourre, hein, vraiment, clairement, voilà. Certains thanatos font les voix basses. Moi, je ne les fais pas systématiquement, c'est-à-dire que le vagin, l'anus, moi, je ne vais pas nécessairement y toucher. Je vais mettre une protection, voilà. Il y en a qui les mèchent systématiquement par sécurité. Voilà. C'est aussi, en effet, que le relâchement des sphincters, il peut y avoir. Donc, Ouais, j'avoue, ouais. c'est la nature, hein, clairement. Se faire dessus, quoi. Ben voilà, voilà. Moi, je mets une protection. Si vraiment je vois que voilà qu'il y a des choses qui sortent et que je vais quand même le faire par précaution. Voilà, parce que c'est pas le. Faut mieux faire ça, même si en effet c'est un axe quand même invasif, on est d'accord. C'est Bien vrai sûr. que bon, c'est pas, on se dit ah, on va nous mécher les fesses, bon. Mais bon, vaut mieux ça plutôt qu'une famille qui rentre dans un salon Et que pour ça voir sente, papa, ouais. maman et que ça sente la matière fécale, tu Bien vois, sûr. que ça les traumatise. Clairement, voilà, donc vaut mieux ça. Hein. C'est pas une partie de plaisir, mais on fait Moi, parce je trouve que que c'est c'est bien que tu nécessaire. dises, là, c'est bien que tu dises tout ce que tu fais finalement, parce que Bah voilà, c'est tous les ça. gens ne savent pas. C'est ça. Et ensuite, on va partir sur. Donc, bien sûr, on fait un point de bouche. Donc, on ligature la bouche. Voilà. C'est nécessaire parce que sinon, la mâchoire va se réouvrir. Comme ça. On ne va pas laisser un défunt bouche ouverte. Déjà, d'une, parce Donc, que. tu le couds? Alors, non, on ne le coupe pas. On ne le coupe pas. C'est la mandibule qu'on va immobiliser, en fait. C'est la mandibule qu'on va immobiliser. Pour ça, on va donc, du coup, avoir un fil de ligature qu'on va passer en dedans et en dehors de la mandibule. En dessous, bien sûr, tu auras juste un trou ici, ça ne se verra pas. Dès que ta mandibule est prise des deux côtés, tu vois, le fil passe vraiment derrière les lèvres, le long de la mandibule, et on rentre à l'intérieur. Et après, on va venir chercher en haut, à l'intérieur, si tu veux, et on va venir chercher l'épine nasale, là.
Et en fait, si tu veux, après, donc ça fait une boucle. On serre, on tire. Et donc, en fait, c'est vraiment les os qui sont rattachés. C'est pas les lèvres qu'on coupe. Clairement, on n'est pas barbare comme ça. Je pensais que ça s'était collé. Non, non, non. Donc, à la fin, si tu veux, on va joindre les dents du défunt comme ça. Voilà. Et donc, naturellement, les lèvres restent fermées. Et c'est très important parce que la bouche, si elle est ouverte, des mouches peuvent rentrer, pondre, tu vois. Et en plus, l'air va activer la prolifération des bactéries, si tu veux. Ok, ouais, d'accord. Donc, c'est vrai que la bouche est problématique parce que c'est une cavité creuse qui est qui peut être rapidement en contact avec de l'air. Et donc là, ça y va. Donc, faut vraiment Et faire tout très ça, attention. tu le fais en 1 heure? Oui. En 1 heure. On met aussi des couvre-œils pour garder le galbe de l'œil parce que l'œil, forcément, avec la déshydratation du corps, l'œil va aussi se rétracter pour éviter d'avoir les yeux enfoncés, tu sais, comme sur certains animaux morts ou vraiment, tu vois, c'est traumatisant. Voilà. Vrai, ouais. On met une petite coquille avec de la crème hydratante. On enduit ce petit couvre-œil de crème hydratante et en fait, cette crème hydratante va permettre de maintenir les yeux fermés et d'hydrater la paupière pour éviter qu'avec la déshydratation, elle ne se réouvre. Voilà. Les yeux ne sont pas collés. Souvent, on dit, ouais, il colle les lèvres, il colle les yeux. C'est très, très rare, franchement. Ça peut arriver, c'est vrai, mais très, très rarement. Ouais, il y a des cas, il y a des cas différents. Malgré ces techniques-là, ça se réouvre, mais c'est vraiment très, très rare, quoi. C'est vraiment très, très rare. Est-ce que tu te rappelles de ta première préparation? Ouais, je me rappelle de ma première préparation. Ma première préparation, donc j'ai commencé dans le funéraire il y a longtemps, hein, j'avais 18 ans. Au début, j'étais stagiaire déjà. J'étais stagiaire. J'ai fait une journée de stage découverte. Je me souviens du tout premier défunt que j'ai vu. C'était un monsieur d'origine portugaise. Et c'était dans un EHPAD, il avait énormément maigri. Et donc j'étais avec un thanato qui lui m'accompagne et on allait chercher le défunt. Il était polyvalent, un peu comme je suis maintenant. Et il me laisse avec le défunt dans un sous-sol ultra angoissant. Et c'était le deuxième défunt que je voyais de ma vie, tu vois. Et il dit, ah, je vais chercher les papiers, je reviens. Ok. Et moi, je tenais les vêtements comme ça du papy. J'avais un cintre avec son costume et tout, le vieux costume, tu sais, un peu en velours de l'époque et tout. Ouais, mais clairement, le papy, il a été décédé d'un cancer, il avait perdu 40 kilos, quoi. Oh, le pauvre. Je regardais les vêtements et tout. Et là, au début, je leur parlais beaucoup. Je leur parlais tout le temps. Je sais pas si c'était pour extérioriser. C'est incroyable ça, ouais. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils parlent. Moi, je lui disais, vous avec... inquiétez pas, mon petit monsieur, on va faire quelque chose pour vous, c'est bien un peu grand quand même et tout. Je sais pas. Mais c'est génial, je trouve, de leur parler, moi. Ouais, c'est le tout premier défunt que j'ai vu. Donc après, on est rentré au funé, donc j'ai vu son soin. J'étais passionné, quoi. J'étais passionné, puis j'en ai vu d'autres. Après, c'est là que j'ai commencé à passer d'autres diplômes dans le funéraire et que ça a créé ma passion, quoi. Ça a créé ma passion. Donc lui, tu l'as préparé? Et bah ouais, du coup, j'étais avec le thanato, j'étais stagiaire à l'époque. C'est vraiment le premier défunt sur qui on a été chercher. J'ai vu un soin et tout, quoi. Putain, comme quoi, tu vois, ça marque quand même. Mais oui, non, mais tous tes premiers, tu te souviens de... les enfants, moi, je me souviens de tous les enfants que j'ai fait, clairement. Ouais, mais tu te souviens, mais les accidentés, je m'en souviens aussi. Tu sais, tous les trucs un peu, spéciaux. Ouais. Ah oui, il y a des choses que tu peux clairement pas oublier. Il y a des choses que tu peux clairement pas oublier. Mais c'est pas un traumatisme, tu vois. C'est quoi que tu t'as pas oublié? Ah, j'ai fait un enfant qui est décédé d'un AVC, clairement. Il avait ses jouets avec lui et tout. Je sais pas ce qui m'a le plus perturbé, en fait. Les jouets, et la conseillère funéraire, 7 ans. Et la conseillère funéraire arrive et elle explique que il avait un jouet, un dragon, qui était un de ses jouets préférés. Et en fait, c'est la conseillère funéraire qui nous a déstabilisés parce qu'elle nous explique, oui, j'ai eu la maman, puis elle s'est mise à pleurer parce que c'est son jouet préféré, mais l'aile est cassée et tout. Oh là là. Et je sais pas pourquoi, je me suis senti obligée de réparer ce petit dragon, tu vois. J'ai dit, il faut qu'il ait son dragon réparé. Donc j'ai réparé son petit dragon. Non, mais je comprends tellement. J'étais stagiaire à l'époque, et donc il y avait ma maître de stage et tout. Elle avait un sang-froid dingue, hein. C'est une très bonne professionnelle. J'ai une maître de stage, moi vraiment, qui est exceptionnelle. Une très très bonne thanato. Ouais. Même si je pense que ça devait être difficile pour elle parce qu'elle avait un enfant qui avait sensiblement le même âge, tu vois. Voilà, donc très compliqué. Je pense que c'est difficile en tant qu'humain. Voilà, je pense, mais en tant que mère, encore plus compliqué. Ouais, j'ai vu à ce moment-là que ça avait été très difficile pour elle, ouais, mais tu vois, mais elle a quand même travaillé exceptionnellement bien. Et moi, pendant ce temps, je réparais ce petit dragon, tu vois. J'ai réparé ce petit dragon, donc j'étais trop content parce que je me suis dit, il partira avec, quoi. Voilà, c'est ça. Donc ouais, ça, j'ai pas oublié. Après, je me suis occupé aussi d'une jeune fille qui a été tuée par son compagnon. Oh putain. C'était... c'est peu conventionnel. Tu vois, à ce moment-là, tu te dis, en fait, tu es un peu victime collatérale, quoi. Tu vois, tu te dis, parce qu'il y a un connard comme ça,
Bah, tu Elle vois, est là, quoi. t'as des personnels soignants, des urgentistes, des médecins, des infirmiers, des pompiers qui doivent voir tout ça, tu vois. Des gens des pompes funèbres, tu vois. Des familles Et brisées. elle avait été assassinée comment? Il lui a tiré une balle dans la tête, D'accord. littéralement, avec un fusil de chasse. Il Donc n'y avait toi, tu rien à vois faire, il ça. n'y avait rien à faire, clairement. Ouais, ça, j'oublierai jamais. Même à ce moment-là, je me suis dit, moi, j'ai, franchement, j'enchaîne trop de patients comme ça, j'abandonne, quoi. Oui, j'allais te dire. Ouais, clairement. Parce que aussi physiquement, elle devait être. Ah bah, il n'y avait rien à faire. Le visage n'était pas présentable. Voilà. Donc, je l'ai habillé, j'ai fait mon mieux, je l'ai un petit peu parfumé. Mais tu te dis, c'est hors du Putain, commun, pour qui la paraît, famille et tu tout, vois. tu peux même pas Ouais, la voir, ouais, quoi. ouais. Tu peux même pas Non, non, clairement, il y a des t'appeler. choses que j'oublierai pas. Après, c'est pas un traumatisme parce que je me dis que dans un sens, j'ai fait ce que je pouvais. J'ai essayé de présenter quand même une petite partie du bas du visage. J'ai rosé un peu les lèvres pour, tu vois, même si on voyait que très très peu. Et donc je me Pourquoi dis, tu peux cacher le haut? ouais, ben là pour le coup on pouvait. Donc si tu veux, en fait, on a caché jusque là, voilà. On a rosé, enfin, non, j'étais tout seul. En plus, j'ai rosé un peu les lèvres. À 1 mètre de ça, j'étais pas loin. Et voilà quoi. Mais tu te dis que c'est peu conventionnel, Bien sûr. Ça devrait même pas arriver, quoi. c'est hors du commun, quoi. Ouais, clairement. Oui, en fait, c'est des choses qui marquent parce que Il y a c'est la pas commun. satisfaction de l'avoir fait, tu vois, elle a été habillée, la famille a pu la voir, même s'ils n'ont pas tout vu. Voilà. Puis je pense qu'il valait mieux pas, je pense qu'ils allaient partir. Non, bah nous, Là, il faut avoir confiance aussi à la famille qui va venir. on n'est pas avec eux. Je vais te dire, moi là, maintenant, je travaille en tant que polyvalent. Ça m'est pas encore arrivé pour le moment. Mais si vraiment, bon, déjà, si en tant que thanato, si vraiment en tant que thanato, t'estimes qu'il n'y a rien à faire, tu leur expliques. Et que c'est pas à voir. Ils comprennent pas forcément. Voilà. C'est soit ils comprennent, voilà, soit ils insistent pour voir. Libre à eux. Voilà. D'avoir des images Mais moi, choquantes je à l'ai vie, vu quoi. maintenant que je suis sur les réseaux, encore récemment. Hein, il y a une fille qui nous a dit, moi j'ai insisté pour voir, et en fait, ça a été la plus grande erreur de toute ma vie. Mais bien sûr. C'était son frère, elle voulait le voir et elle. Moi, si je peux dire un message vraiment, il y a une année où voilà, j'ai eu beaucoup de décès autour de moi et le premier décès, j'ai voulu aller le voir. J'aurais jamais dû. Et en fait, je me suis dit, oh, mais si, pour lui dire au revoir, va la voir. Et en fait, j'aurais pas dû. Et en fait, si je peux donner vraiment un conseil, on le dit souvent, c'est bateau, mais de garder des bonnes images C'est des ça, gens vivants. ouais. Mais si vous pouvez vraiment, mais garder ces images-là. Alors, c'est tout ou rien, parce qu'il ne faut pas avoir de regrets non plus. Bien Mais sûr. il ne faut pas se forcer. Voilà. Exactement, c'est ça qui est Après, important. chacun voit midi à sa porte. Tu sais, c'est pas parce que tu vas aller pleurer une personne sur son lit de mort Non. que tu l'aimais le plus Bien forcément. sûr. Tu sais, le principal, c'est les souvenirs. C'est ce que tu as vécu avec cette personne, ce que tu lui as apporté, ce qu'elle t'a apporté, tous les souvenirs que tu as en Je suis tête. totalement d'accord. Tu sais, la personne, quand elle est décédée, c'est mon avis à moi, elle voit pas tout ce qui est Non. fait pour elle et tu vois, elle le voit pas tout ça. Le principal, c'est les souvenirs que tu peux entretenir. Il faut pas se forcer pour se traumatiser. C'est ça. Voilà. Puis Il souvent, n'y a la pas de famille. règle. Mais souvent, tu as la famille, ah, mais s'il vient, tu vois. Moi, je me rappelle à des moments, mais s'il vient, mais non. Parce que cette image, je sais, pour l'oublier, vous mettez des années pour oublier une image comme ça. Moi, il y a des images que j'ai encore, quoi. Si tu le sens pas, tu le sens pas. Non, il faut pas. Il faut pas. C'est pas pour autant que tu n'aimais pas la personne, Non. que tu la tiens pas dans ton cœur. Voilà. Ah, c'est clair. C'est ça. Si tu étais présente pour elle de son vivant, ben c'est le principal. Tout Voilà. à fait. Je suis totalement Parce que d'accord tu avec peux toi. te créer des traumatismes en fait. C'est clairement. Et combien en moyenne, hein, parce que je sais que c'est une moyenne, mais combien de personnes par mois tu peux avoir? Alors moi, c'est compliqué parce que je suis dans une toute petite structure. Moi, je travaille dans un funérarium où je suis polyvalent. Je suis dans un milieu rural. Donc, c'est-à-dire que moi, là où je bosse, on fait une centaine de décès à l'année. Ok. Mais sauf que je suis pas que thanato. Je suis aussi conseiller funéraire. Je fais aussi les cérémonies. Je fais l'entretien du funé. Vraiment, je suis dans une toute petite structure familiale et Ouais. j'adore. Hein, voilà. Mais sinon, Tu fais tout, quoi. voilà. Pour un thanato qui est que thanato, ça dépote. Hein. C'est un métier très vraiment. Vraiment, ça dépote. Hein. C'est un timing. Ouais. Tu te déplaces de pompe funèbre en pompe funèbre. Des fois, tu as 1 heure de route entre chaque soin. Tu t'es Ah fait tes oui, valises, d'accord, tu fais ton ouais. soin, tu refais tes valises, tu repars. C'est un rythme de vie à 1000 à l'heure, hein, thanato, il faut le savoir. Hein. Oui, je pense que t'arrêtes pas. T'arrêtes pas. Tu travailles les jours fériés, tu travailles les week-ends. Voilà. Je veux dire, des Ouais, décès, il y en ouais. a tout le temps, en fait. Hein. Donc, c'est Et c'est quoi les morts les plus fréquentes? les morts naturelles. Morts naturelles? Ah oui, c'est les morts naturelles. Dans la majeure partie du temps, tu interviens sur des personnes âgées, voilà, de plus de 70 ans, de plus de 80 ans, décédées naturellement. Et C'est tu as ce que vu une tu fais dans la majeure augmentation ces partie du dernières temps. années, je sais pas moi, avec tout le stress, je dirais plus depuis le Covid peut-être. On parle beaucoup de la santé mentale des jeunes. Est-ce que tu as Ouais. beaucoup de suicides Ouais, clairement. de personnes plus jeunes? Ah oui, clairement.
Moi, j'ai commencé dans le funéraire à 18 ans, j'en ai 32. Je me souviens au début des suicides, t'en avais, mais c'était Occasionnel, entre guillemets. différent, ouais. Là, maintenant, si tu veux, en plus, grâce au réseau, je suis en contact avec énormément de professionnels du funéraire, donc la France, c'est ça la magie des réseaux. Et clairement, on en parle ensemble, et oui, il y a beaucoup plus de suicides qu'avant. Il y a vraiment un mal-être général qui fait peur, hein, d'ailleurs. Hein. C'est ultra anxiogène. Hein. C'est vrai que maintenant, tu as allié ton métier aux réseaux sociaux. Ouais, carrément. Et ça fait combien de temps maintenant que... Ça vient de faire 2 ans. 2 ans. Ça a été controversé au début, mais Ouais. bah bien sûr, on parle de la mort, quoi. Tout le monde n'a Bien pas sûr. une aisance pour parler de la mort. Je pense qu'il y a un truc qui est très bien, mais qui a à la fois desservi tout ça, c'est le fait que maintenant les défunts sont au funérarium, tu vois, Ok. en chambre mortuaire. Maintenant, il y a un lieu pour la mort. Avant, tu veillais, tes proches chez toi. C'est vrai à l'époque, oui. C'est ça, mais il n'y a pas si longtemps que ça encore. Je pense que tu peux le faire encore aujourd'hui. Tu peux le faire encore, tout à fait, mais ça se fait quasiment plus. Ouais. Or, il y a 30 ans, même moins que ça, c'était très très courant. Papy, il décédait chez lui, il était veillé dans le salon. Donc, si tu veux, même toi, quand tu étais un enfant, les petits-enfants, bon, bah, tu étais là, on t'expliquait que papy, il était parti dans les étoiles, et puis voilà. Ouais, maintenant que tu as un lieu de la mort, si tu veux, on a créé une distance. Je pense que ces funérariums et tout, c'est très bien parce que c'est des structures adaptées. Avant, ils faisaient les soins à domicile et tout, mais c'est une horreur absolue. Les thanatos se cassaient le dos, c'était pas spécialement pour l'hygiène, c'était très compliqué, c'était vraiment voilà. Maintenant, on a des laboratoires, on travaille dans de vrais laboratoires, tout est carrelé, il y a des extracteurs, il y a des. Oui, je trouve que ça a quand même vachement bien évolué. Tu peux tout laver avec des jets, c'est tout vraiment, c'est régi par certaines règles et heureusement. Et ça du coup, c'est beaucoup mieux pour la qualité du travail que tu vas donner et pour ton confort perso, tu vois. Les funérariums, c'est vraiment des structures très adaptées, réglementées par plein de règles, avec des cellules réfrigérées et tout. C'est très bien qu'il y ait ça. Mais du coup, je pense que par rapport aux gens lambda, ça a créé un écart avec la mort. Maintenant, tu vois, tu as l'endroit de la mort. Et ça éloigne un peu les gens de tout ça. Et maintenant, là, c'est devenu, tu vois, c'est le côté mystique de la mort. Que tu sais pas ce qui se passe dans ces endroits-là, dans ces funérariums, tu sais. C'est c'est l'endroit de la mort, tu vois. C'est mystique, tu sais pas trop ce qui s'y passe. C'est pas bon, il n'y a pas... tout le monde ne travaille pas dans le funéraire, tu vois. Donc, je pense que ça a créé... En fait, je pense aussi, les gens ont peur de la mort. Enfin, je pense qu'on a tous peur de savoir... T'as peur de l'inconnu? Ouais, moi, perso, j'ai peur de comment je vais mourir. Est-ce que je vais souffrir quand je vais mourir? Moi, c'est ça. Et ça, on ne sait pas. Et on ne sait pas. et est-ce que... J'ai des milliards de questions, moi, tu vois. Le problème, c'est que ça, on ne sait pas. Et c'est vrai, c'est l'inconnu qui fait peur. Est-ce qu'il y a quelque chose après la mort, tout ça? Enfin, moi, c'est... Moi, j'y pense pas. Ouais. J'y pense pas. Est-ce que toi, ta position du fait de travailler avec les morts au quotidien a changé ta vision de la mort? Oui. Ah oui, clairement. Clairement. Alors, je pense que bosser dans le domaine du funéraire, ça embellit ma vie, clairement. Parce que du coup, je relativise. Voilà, j'allais te dire. Vraiment. Après, moi, j'ai failli mourir personnellement déjà. Donc voilà, j'ai vraiment un rapport à la mort. Ah oui, on peut en parler ou... Ouais, pas de souci. Moi, j'ai failli mourir personnellement, voilà. Il y a bientôt 10 ans. J'ai été opéré pour maigrir et j'ai eu beaucoup de complications. J'ai dû être en nutrition parentérale, c'est-à-dire que j'ai été nourri par des machines, tu vois, avec une pompe, des poches. Et donc, bien sûr, le cathéter central s'est infecté. J'ai fait un choc septique, une septicémie. Tu te vois mourir littéralement, tu vois. Ça a été vraiment... Il y a beaucoup de... Ah oui, clairement. d'effets secondaires sur ça. Ah oui, c'est un fléau, ça. On pourrait en parler pendant des heures. Donc, j'ai failli mourir personnellement. Je côtoie la mort tous les jours. Mais moi, je relativise, quoi. Je relativise. Tu vis à 1000%. Ouais, moi il m'est arrivé des dingueries dans ma vie, hein, clairement. Hein. J'ai été arnaqué sur l'achat d'une voiture. J'ai perdu plus de 30 000 €, tu vois. Je rembourse encore maintenant. Ouais, tout à fait. Ouais. Ok. Voilà, une autre histoire encore. Ouais, la personne a été condamnée à me rembourser, mais elle n'est pas solvable. Donc voilà, c'est tout pour Bibi. Justice et française. Tu vois, c'est ça. Et tu vois, là, je suis en plein projet maison. Des fois, j'y pense. Je me dis, putain, ces 30 000 €, je les aurais, tu vois. Ça m'aurait fait un bel apport, ça. Mais voilà, je me dis, écoute, c'est 30 000, c'est pas 300 000. Oui, j'ai plutôt une bonne santé, j'ai des gens qui m'entourent, j'ai un métier que j'aime, tu vois, et puis je suis pas mort, quoi. Tu vois, des fois, je me le dis. Des fois, tu vois, j'ai des coups durs, tu vois, des fois, tu as des coups durs et tout, puis tu te dis, tu vois, tu es en face d'une personne décédée. Pour elle, c'est fini, tu vois. Pour tout, tu sais, toi, tu as des coups durs, mais tu as des solutions. Tu as des gens qui t'entourent, tu vois. Je pense qu'on l'oublie tellement, ça. Et toi, vu que tu es confronté tous les jours, tu dois te le dire, quoi. Ben moi, je me dis qu'en fait, j'ai de la chance. Tu vois, dès que j'ai des coups de mou, je me dis, moi, je suis en vie, quoi. Eux, ils le sont pas.
Tu vois, eux, leur situation, elle est irrémédiable, quoi. Voilà, là, c'est Moi, fini pour eux. moi, mes petits problèmes, tu vois, voilà. Et bah, tu vas de l'avant. Et surtout, tu profites de la vie. Parce qu'on est bien placé pour savoir que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. On le voit, c'est concret. Tu sais que moi, je me le dis souvent. Putain, on fait demain, tout peut s'arrêter. Tu vois. Tout peut s'arrêter. Mais moi, en fait, c'est mes problèmes, c'est mes angoisses. Moi, je suis une angoissée de la vie. Et c'est un problème. Je surpasse, j'essaye de surpasser mes peurs. Mais bon, les peurs, ça reste des peurs. Alors moi, ça a quand même créé des... Voilà. Ça m'aide dans ma vie de tous les jours parce que moi, je suis ultra jovial, enfin, tu le sais. Moi, bien sûr. Je fais même des vidéos humoristiques, enfin, on y viendra De toute tout à façon, l'heure. moi, je vous mettrai les réseaux de Mika. Vous allez voir sur TikTok, il nous fait bien rire. Il fait un live tous les jours pratiquement. C'est très atypique, ouais, quasiment tous les jours. Entre midi et deux. Ouais, entre midi et deux, voilà. C'est comme ça que j'ai découvert d'ailleurs. Voilà. Petit live pour parler un petit peu, voilà, du métier et tout. Mais bon, mon métier a quand même créé des angoisses, faut dire la vérité. Oui, bien sûr. Ça a été... je suis pas hypochondriaque, mais j'ai eu des moments compliqués où tu te dis, tiens, t'as un mec, il a 35 balais, il n'avait pas d'antécédents, bon, bah, la famille te dit, oui, il a fait un infarctus. Là, tu te dis, bon, En fait, la ça mort, peut elle te m'arriver, frappe c'est ça, tu te dis, ça peut m'arriver. Et j'avoue qu'il y a des moments là, moi, ça m'arrive des fois d'avoir des piquets, et là, je me dis, ah, tu vois pas que moi aussi j'ai un problème, et que du jour au lendemain, je fasse une crise cardiaque, tu vois. Par exemple, tu vois, j'ai acheté un défibrillateur à mes parents. Ah ouais, mais tu sais que... Attends, c'est quoi que je vais acheter, moi? Merde, c'est quoi J'ai acheté un défibrillateur ouais. à mes parents. Il y en a dans la commune où on vit, mais bon, j'ai eu écho que c'était pas spécialement bien entretenu. Et quand j'ai vu que ça existait, moi, je me dis, mes parents, ils sont au milieu rural et tout. Bon, ben, ça m'arrive, moi, des gens, tu vois, de l'âge de mes parents qui font des attaques cardiaques, tu vois. J'ai vu que ça existait, je me dis, putain, ça vaut le prix d'un iPhone, quoi. J'ai un téléphone à 1500 balles dans les mains, ça vaut 900 balles le truc. Je me dis, tu vois, si un jour on me dit, tiens, ta mère, ton père est décédé d'une crise cardiaque, alors que moi, tu vois, j'avais vu que ce truc-là, que ce dispositif existait et que ça coûte moins cher que le prix, l'argent que je mets dans mon téléphone, tu vois, clairement, je m'en serais voulu. Mais il savent s'en servir ou pas? Alors, mon père, le jour, justement, j'ai feinté, j'ai voulu c'est ultra simple d'explication. Mon père, j'ai voulu feinter, je lui dis, papa, demain, maman, là, elle fait une crise cardiaque, tu fais quoi? Mon père, il dit, oh, je sais pas, oh, bah, écoute, tu sais faire un massage cardiaque? Oui, je m'en souviens à peu près, oh, bah, j'appelle les pompiers et tout. Je dis, sinon, prendre le défibrillateur que je vous ai payé à 1000 balles, ça te vient pas l'idée, tu vois, il est juste là. Oh oui, mais je sais pas moi servir. Non, je dis, tu rigoles ou quoi? Ah ouais. Ah, j'ai cru le tuer. Je lui dis, mais ça te vient pas l'idée, il est juste là. J'attendais qu'ils me disent, bah, je prends ton petit appareil que tu nous as acheté, en penses-tu? Allez, eh non, mais non, penses-tu? C'est trop compliqué à s'en servir. Et tu vois, ça, c'est la déformation professionnelle. Oui, voilà. Non, mais ça, c'est que je pense que ça te touche, enfin, obligatoirement. Mais ça te protège. Ça te protège. Tu vois, par exemple, moi, depuis que je bosse dans le funéraire, depuis que j'ai repris mes études de nanato, parce que bon, je les ai repris bien après mes problèmes de santé, comme je t'ai expliqué, ça a été un frein pour ma vie. Et quand je les ai reprises, etc., et ben, j'ai eu une collègue qui a eu un gamin qui est décédé à vélo, qui n'avait pas de casque. La tête a tapé sur le trottoir. Voilà. Quoi, traumatisme Et ben, tu vois, crânien, tu quoi, te dis, ouais, voilà. Et ben là, tu te dis, ok, tu mets un casque. Je refuse catégoriquement de faire. Donc, j'avais une trottinette, moi, quand j'étais à l'école à Angers. Et là, mon vélo, je ne fais pas de vélo sans casque. Peut-être que demain, je vais me faire percuter par une voiture à vélo. Peut-être que je vais mourir et j'aurai un casque et j'aurai été visible. Oui, mais tu auras fait en sorte de te protéger. Mais j'ai mon casque. Voilà, clairement. Je sais que j'ai été confronté, indirectement, j'ai été confronté à cette situation. Demain, je prends mon vélo parce que je décide de ne pas mettre de casque. Alors, je sais que c'est dangereux parce que du coup, indirectement, je le sais. Et je suis paraplégique, tu vois, ou je sais pas, je pourrais m'en prendre qu'à moi, quoi. Tu vois, donc, j'essaie de mettre toutes les chances de mon côté. Voilà. J'essaie de. Tu es hyper prévoyant. Tout ce dont à quoi je suis confronté tous les jours, si ça peut m'être bénéfique pour ma vie ou celle de mes proches, bon, ben voilà, quoi. Tu vois, si moi, ce que je vois, ça peut me préserver mes proches, etc. Et tu vois, en tirer du positif, il faut tirer du positif de chaque situation. Bon, ben c'est le but, quoi. Clairement, c'est le but, tu vois. Ouais, non, t'as raison. Voilà, ça n'arrive pas qu'aux autres, tout ça. C'est quoi les conseils que tu pourrais donner à quelqu'un qui voudrait être thanatopracteur? Des conseils que tu n'aurais pas eu ou des choses qu'on ne dit pas? Pas des trucs voilà, qu'on t'a déjà dit, tu vois? Les conseils que je pourrais donner à quelqu'un qui veut être thanatopracteur, clairement, de bien se renseigner. Voilà. Il y a aussi un effet de mode, là. Un effet de mode thanatopracteur, voilà. L'effet de mode Mercredi Adams, thanatopracteur. Ah ouais? Ouais, je suis gothique, je veux travailler avec les morts, l'effet de mode habits dans la NCIS. Mais non. Ouais, si, il y a un effet de mode. Non, mais attendez, c'est deux mondes, là, les amis. Mais il y a un effet de mode. Il y a un effet de mode parce que bon, c'est. Voilà.
il y a des séries qui ont un petit peu parlé de la mort, des légistes, des machins. On en parle de plus en plus sur les réseaux. Ça, c'est une très très bonne chose parce que du coup, ça fait découvrir ce qui se passe, l'envers du décor. Surtout qu'il n'y a rien à cacher, quoi. Je vois pas pourquoi on n'en parlerait pas. Il n'y a rien à cacher, il n'y a rien de dramatique. Mais non, puis on va tous y passer. Donc et c'est la mort intéressant de concerne savoir. tout le monde. C'est Bien ça. sûr. Trouve aujourd'hui quelqu'un qui te parle d'un sujet qui concerne tout le monde. Hormis si tu parles de l'alimentation, de Ouais. la santé, accessoirement un peu du cul Ouais. et Ouais, de ouais, la ouais. mort. Et de la mort. Voilà, on est d'accord, tu vois. C'est sûr que tu vois des tutos make-up, ça va pas toucher tout le monde, quoi. Bah non. La mort, ça touche tout le monde, directement ou indirectement, mais on va tous y passer. Donc voilà, et je sais plus où j'en étais. Et les bien se conseils. renseigner, voilà. Et les conseils, voilà, bien se renseigner, faire des stages découvertes. Alors, c'est le serpent qui se mord la queue parce que c'est difficile d'en trouver, voilà, des stages découvertes. Justement parce qu'il y en a aussi qui veulent faire ça parce qu'ils voient de la lumière. Ouais, j'aimerais trop voir un soin. Moi, il y a des gens qui me contactent des fois. Oui, je veux me lancer dans le funéraire et tout. Je veux être thanatopracteur. Je veux grave maquiller les morts. Ouais, flemme. Écoute. Bah, déjà, tu vois, putain, je suis ultra bienveillant, je suis gentil, mais déjà, ok, t'es même pas renseigné sur le métier. La thanatopraxie, c'est pas ça. La thanatopraxie, c'est des soins de conservation qui ralentissent la thanatomorphose. La cosmétique, tu vois, t'es même pas renseigné sur le truc. Ils confondent plein de choses. Ils ont vu ça dans un épisode sur TikTok ou quoi, thanatopracteur, je travaille avec les morts. Ouais, c'est cool, moi je vais faire ça, tu vois. Oui, c'est vrai. Putain, à quel moment c'est cool. T'es la star de la soirée, t'arrives à un Ouais, mariage, t'es la star de la soirée, tu dis que t'es thanatopracteur, allez, l'autre à côté, il peut faire ce qu'il veut. Voilà, hormis si c'est Georges Clooney, tu vois. Non, ouais, mais ou alors j'ironise. c'est chirurgien. Ouais, Voilà, ouais. mais à ce moment-là, c'est bon que t'es bombardé de questions. Voilà, tu vois, clairement. Donc, il y a cet effet de mode-là. Mais c'est pas juste ça. Il faut faire des stages, il faut se documenter, prendre des livres. Voilà, il faut pas juste faire un stage découverte, voir un soin sur papy ou mamie. Le mieux, c'est de voir des plus jeunes personnes, des corps un peu plus abîmés, tu vois. Vraiment, d'avoir du visuel pour être sûr que tu vas supporter tout ça. Il faut être aussi en phase avec la réalité. C'est un métier prenant. Alors, on peut allier une vie de famille avec la thanatopraxie, avec les métiers du funéraire. Il y en a qui le font. Hein. Oui, mais c'est du 24-24 voilà. quand même. Mais ça peut être très compliqué, ça peut être très chargé. Il n'y a rien de rationnel. Il y a beaucoup plus de décès en hiver qu'en été. Donc, tu as des périodes de forte influence, grosso modo. Et donc, ça, il faut le savoir. Et il y en a beaucoup qui commencent là-dedans et qui ne sont pas en phase avec tout ça. Voilà. C'est très prenant. C'est très prenant, tu peux faire de très grosses journées. Donc, de bien se documenter, voilà, c'est le conseil que je peux donner. Après, le concours, c'est un concours. C'est pas à la moyenne. C'est les 65 meilleurs premiers sur les 500 candidats qui seront pris. Donc, tu manges ta thanatopraxie, tu vis ta thanatopraxie. Ouais, il faut que tu sois le meilleur, quoi. Clairement, c'est vraiment 2 ans, à peu près 2 ans de cursus où c'est que ça. Donc, ne perds pas 2 ans. Moi, le conseil que je peux donner, c'est ne perdez pas 2 ans. Ne perdez pas 10 000 balles pour un truc que tu n'es même pas sûr d'assumer derrière. Donc, soyez en phase avec la réalité, soyez en phase avec tout ça. C'est un métier très dur physiquement parce que manipuler des défunts, c'est très costaud. Moi encore, j'ai la chance, je suis un mec. Ouais. Tu vois, je fais 85 kilos, voilà. T'as des fois, s'il faut les Ah, mais il y a des thanatopractrices, thanatopractrices, elles font 55 kilos. Moi, je leur tire mon chapeau. Alors, on a tout un tas de techniques pour, du coup, pouvoir manipuler les défunts, etc. Mais voilà, c'est un métier qui est dur mentalement, qui est dur physiquement. Voilà, il faut le savoir. C'est pas on voit de la lumière, on vient là. Bien sûr. Est-ce qu'il y a des signes que l'on va mourir? Des signes qu'on va mourir. Alors, attendez, vous allez me dire, ouais, c'est pas son métier. Écoutez, vous avez été nombreux. J'ai mis une story sur Insta, sur TikTok quand on était en live tous les deux. Beaucoup de gens ont posé des questions. Donc, ça fait partie d'une question d'un abonné. Est-ce qu'il y a des signes que l'on va mourir? Il y en a qui disent qu'on peut voir, en effet, le fait que des gens refroidissent déjà en fin de vie. Moi, j'y crois pas spécialement. Ok. Moi, je pense pas, voilà, Non, après, tu sais, bien sûr, le personnel soignant sait quand une personne va mourir, mais parce que tu vois. Parce que c'est le délai. Mais voilà, c'est des ouais. pathologies, c'est des trucs où tu sais que voilà, c'est la fin. Mais je pense pas, sinon qu'il y ait. Après, moi, je sais pas, ils arrivent chez moi, ils sont déjà décédés. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, c'est pour ça, là, il y a une série quand même de questions où c'est beaucoup des abonnés. Qui choisit les vêtements du défunt? La famille. La famille. La famille, oui. Et s'il n'y a pas de famille? Et s'il n'y a pas de famille, on va pas aller chercher des vêtements. Ok. Voilà. Ça t'est déjà arrivé? Non. Non, parce que nous, du coup, ça m'est déjà arrivé qu'il n'y ait pas de famille. Mais donc, du coup, c'est la mairie du lieu de décès qui prend en charge les obsèques, si tu veux, qui gère tout ça. Et donc, nous, ils avaient donc accès à la maison de la personne, ils nous avaient donné des vêtements. D'accord. Voilà, c'était une femme qui n'avait pas d'enfant, etc. Mais ils nous avaient donné des vêtements. Voilà, le maire du village, c'était un petit village. D'accord, voilà. Il avait été appelé par une voisine, donc il était déjà rentré dans la maison s'il était là quand on était arrivé, donc il nous a donné des vêtements. Voilà, clairement. Sinon, dans un drap.
Voilà, on fait jamais, les gens ne sont jamais nus, les défunts ne sont jamais nus. Ouais, il faut toujours habiller, quoi. Ouais, peu voilà. importe, Même dès que tu fais ton soin, même si tu dois laver le défunt, bien sûr, il est nu quand tu le laves, inévitablement. Il faut le laver, quoi. Des fois, on me pose la question, vous voyez les gens nus? Oui, bah, bah, bien sûr, c'est notre heureusement, métier. Mais après, on directement, te bouche même tout, tu vois, on a appris. c'est ça. Tu vois, tu laves le défunt directement, tu le sèches avec la serviette et puis tu lui laisses la serviette sur les parties intimes. Ou dès que le défunt est entièrement sec, tu lui mets directement donc ses sous-vêtements. Et tu fais ton soin, il est en sous-vêtements. Voilà, tu couvres au moins les parties intimes. Mais une personne qui n'aurait pas de vêtements, moi, ce que je ferais, c'est que je l'envelopperais dans un drap, voilà, en ouais, laissant un juste drap. le visage. Oui, bien sûr. Voilà, même une personne qui n'a pas de famille, pour moi, je sais que je fais quand même un minimum, une petite toilette, un petit coiffage. Et justement, est-ce que ça t'est déjà arrivé de préparer un proche? Oui. Ouais. J'ai eu mon grand-oncle, du coup, il y a plus de 10 ans, j'étais pas encore thanato. J'ai assisté à ses soins, c'est moi qui l'ai habillé, etc. Donc, et ça a été une satisfaction de le faire. Ouais. Bah déjà, ça a été apaisant pour ma famille. De savoir que c'est quelqu'un qui connaisse, en fait. Ouais, qui va être bien pris en charge. Voilà, clairement, si tu veux. Après, bien pris en charge, tu es toujours peut-être rassuré quand tu connais la personne qui va le faire. Ben, c'est ça. Après, j'ai fait un grand cousin par alliance à mon père. Voilà. Pareil, donc ça a grandement apaisé la famille quand même, tu vois. Et là, plus récemment, j'ai fait donc quelqu'un que je connaissais depuis mon enfance. C'était pas un ami d'enfance, c'était quelqu'un que je connaissais depuis très longtemps, avec qui je m'entendais bien. Et en fait, moi, donc il était quand même un peu plus vieux que moi, il était plus dans les âges de ma sœur, si tu veux, en fait. Et moi, j'étais plus dans les âges de sa petite sœur, mais je suis encore très proche de sa sœur. Okay. Donc, si tu veux, inévitablement, quand il est décédé, bon, en plus, on s'y attendait un petit peu, si tu veux. Elle m'a appelé, on en a parlé, et donc elle m'a demandé de m'en occuper, et tu peux pas refuser. Enfin, pour moi, tu peux pas refuser. Non, mais non. Tu vois, moi, demain, j'ai quelqu'un qui est malade autour de moi. Si j'ai une amie infirmière, un médecin ou quoi, je préférais que ce soit eux qui s'en occupent, tu vois. Tu vois, parce que tu as confiance en tes amis. Oui, bien sûr. Donc non, je l'ai fait. Et tu ferais tes proches sans aucun problème? Bonne question. Proche, je sais pas. Sœur, tu vois, mon filleul, mes meilleurs amis, je sais pas. Je sais qu'il y a des thanatos qui l'ont eu fait. Il y a des thanatos qui ont fait leurs proches, même proches au premier degré. Ouais. Je sais pas du tout. Ça reste un acte invasif. Oui, voilà. Puis tu as des confrères à qui tu fais confiance, Après, voilà. Des fois, peut-être qu'il faut aussi t'être délégué parce que... c'est mieux. C'est peut-être mieux pour te... Peut-être faire la cérémonie ou peut-être faire... Ou la préparation physique, tu vois. Préparation esthétique, tu vois. Ouais. Petite cosmétique, habillage, tu vois. Mais faire les vrais soins... Je sais pas. Sincèrement, ça se trouve, je me dirais que j'ai confiance en moi-même, voilà, mais je pense pas. J'ai la chance de connaître des thanatos et de très bons thanatos, tu vois, en qui j'ai 100% confiance. Mais je comprends. Et je pense Parce que ça peut être un traumatisme. Je pense que je déléguerais. Est-ce que c'est possible de se réveiller dans son cercueil? Ah, la question. C'est ma question, ça va. Ta question à toi? Non, elle a été posée. Bon, alors en France de nos jours, un médecin est capable de greffer un cœur. On se doute qu'il est capable de savoir qu'une personne est décédée, voilà. Peut-être que c'est arrivé dans l'ancien temps, mais encore une fois, on dit dans d'autres pays aussi, on voyait des traces de griffes, etc. Alors en France, je vais dire déjà, tu as un délai, c'est rare que les obsèques soient faites avant 3 jours, tu vois. Donc bon, déjà, tu as le temps, voilà. Déjà, une fois que tu as un soin, c'est sûr que tu ne risques pas de te réveiller. Enfin, je sais que c'est arrivé dans notre pays, je crois au Portugal. Je crois que c'est Jojo qui me l'a raconté. Oui, mais c'est déjà arrivé, voilà. Parce que les soins de conservation, ce ne sont peut-être pas les mêmes, et puis c'était pas à la même époque. Si tu as un soin, même une toilette. Hein, c'est mort. Une toilette, tu as un méchage. Hein, donc, même si la personne respire légèrement, avec le méchage, c'est finito pipo, quoi. Ouais. Mais je veux dire, quand même, on est thanato. Si tu viens intervenir sur une personne qui respire encore, tu y verrais, quoi. Ouais. Je veux dire, tu as quand même la rigidité cadavérique qui intervient très rapidement, tu as les lévinités, tu as tout un tas de signes, de signes positifs de la mort qui fait que, quand même, on n'est pas con. Alors déjà, si tu as un soin, c'est sûr et certain, ton soin, t'es mort. Mais déjà, on ne pourrait même pas te faire le soin. Parce que clairement, au moment où on irait, donc du coup, extérioriser notre artère, déjà, s'il y a un flux, s'il y a des battements, le défunt saignerait, alors qu'un défunt ne saigne pas. Et puis, au moment où tu irais sur ton artère, tu verrais clairement les veines se gonfler. Je veux dire, à côté des artères, souvent, tu as des grosses veines. On verrait clairement, tu vois, les veines se gonfler et tout. Même si c'est un pouls très, très bas, tu verrais. Tu le vois, ouais. Non, moi, je pense que ce qui s'est passé, et des trucs comme ça, c'est dans notre pays, et c'était notre époque. Voilà. Oui, peut-être qu'il n'y avait pas de soins de conservation. Avant, quand ils faisaient rien sur les défunts, et oui, peut-être, mais non, maintenant,
Rassurez-vous, Ouais. on ne se réveille pas après la mort. Quand on est mort, on est mort. Les os et les corps sont retirés au bout de combien d'années dans les cimetières? Ça dépend. Ah ouais? Ça dépend. Tu vas demander à Steven ça? Non, alors je me suis dit, est-ce que je la garde pour Steven ou pour toi? Je savais pas trop, parce que toi, tu fais aussi les deux. Donc... Voilà, alors ça dépend. Si c'est des concessions à perpétuité et qu'elles sont entretenues, il n'y a rien qui est retiré. Ouais. Voilà. Après, tout dépend. Tu peux avoir une concession que tu entretiens, elle peut être pleine et à ce moment-là, tu vas faire des réductions. Si tu fais des réductions, on ne va pas retirer les os de la concession. Tu vas simplement réduire 2 corps pour gagner une place. Tu vas prendre les ossements de 2 défunts, tu vas mettre dans un reliquaire. Et comment les gens pour se gagner recueillent une après? place. Eh ben, les os sont quand même dans la concession. Donc, ça ne change rien, tu vois. Par contre, après, tu as autre chose. Tu as les reprises de concession. Par exemple, une concession qui a abandonné depuis des décennies, tu vois. La mairie va mettre plusieurs fois des écriteaux dessus en disant, voilà, il faut vous manifester, sinon la concession va être reprise. À ce moment-là, si elle est reprise, elle est vidée. Donc, les os et tout ce qu'il y a dedans, ça sera placé dans un reliquaire, dans un ossuaire communal, quoi. D'accord, ok. Voilà, ils vont faire une Moi, je savais concession pas du tout où ça. ils vont réunir tous les défunts. Mais c'est longtemps après. Bon, après, dans les grandes villes, je sais pas comment ça fonctionne, hein, mais vraiment, c'est des concessions qui ont été abandonnées depuis très longtemps quand même, quoi. Avant qu'ils interviennent quand même. Bon, je sais que dans les grandes villes, on m'a rapporté que c'était beaucoup plus court que ça. Si vraiment il y avait plus de payeurs, parce que maintenant, la perpétuité, ça se fait quasiment plus. Maintenant, c'est assez 10, Ah oui, 20, non, c'est clair. 20, 30 ans. Et bon, si tu payes plus et s'il n'y a plus personne derrière, très rapidement, ils font les reprises. Mais bon, à ce moment-là, il reste que des os, hein, donc les os sont, Ouais, bien sûr. voilà, les os sont mis dans des reliquaires et puis ils font des concessions où ils mettent tous les os. Bon, puis voilà, hein, c'est Ça quand fait il y a beaucoup plus de famille, trucs, quoi. voilà, s'il y a une famille qui entretient et qui se manifeste, personne va aller prendre les défunts de qui que ce soit, hein. Ouais. Non, non. Est-ce qu'il y a des cas où la thanatopraxie est déconseillée, voire impossible? Oui, impossible, oui. Certaines maladies déjà. Quel Il cas? y a des maladies contagieuses qui interdisent les soins de conservation, voilà, où le défunt va être mis directement en cercueil hermétique ou non hermétique. Voilà. Les D'accord. maladies à prion, Creutzfeldt-Jakob, voilà, la tuberculose, le choléra, toutes des choses comme ça. Voilà. La rage, D'accord. voilà. La rage, par exemple, ça va être une mise en cercueil immédiate, tu vois. Donc à ce moment-là, il n'y a pas de soin. S'il y a une mise en cercueil immédiate, il n'y a pas de soin, forcément. Après, ça peut être déconseillé. Tu vois, de toute façon, tu sais, en tant que thanato, tu t'analyses, tu vois si vraiment ton travail va servir à quelque chose. C'est totalement stupide d'aller faire, si vraiment la famille insiste, voilà, d'aller faire un soin sur une personne si tu as vraiment un doute sur le fait qu'il y ait des résultats. Par exemple, une personne qui ne va pas être vue par la famille. Eh bien, ça dépend. Du choix de la famille. Moi, je pars du principe que si la personne n'est pas vue du tout, qu'ils ne veulent pas la voir ou qu'ils veulent la voir qu'une fois, une simple toilette, ça suffit. La toilette mortuaire. Ouais, une toilette mortuaire, ça suffit. Le défunt va être conservé en cellule réfrigérée. Voilà. Donc, il n'y a pas lieu d'aller faire un soin, d'aller faire un acte invasif, etc. Il faut être rationnel. Après, bon, il y en a dans le funéraire qui vont te vendre des soins à tout va. Voilà. Sincèrement, une famille qui veut juste se recueillir qu'une fois, 1 heure ou 2, une toilette, ça suffit amplement. Toilette ou soin, je veux dire, il y a quand même une présentation esthétique qui est faite, tu vois, un habillage, un coiffage. Donc voilà, bien sûr, comme je t'ai dit, le soin, ça va redonner du volume, Oui, ça va aller le de teint la et tout. couleur et Mais tout. voilà, non, il n'y a pas lieu de faire un soin s'il n'y a pas de présentation à la famille. La cellule réfrigérée suffit amplement. Voilà. Après, il y a des cas particuliers, les défunts qui vont à l'étranger. Voilà. Des fois, il y a des soins qui sont obligatoires. Oui, j'allais te dire aussi, suivant les religions, les soins. Alors oui, il y a les religions aussi qui entrent en compte. Voilà. Il y a beaucoup de religions qui ne veulent pas de soins. Oui, c'est ça ce que j'allais te dire. C'est ça. Donc, ils font des toilettes rituelles. C'est des toilettes selon leur conviction à eux. D'accord. Nous, en tant que thanatopracteur, ça, c'est pas de notre ressort. Nous, un soin de conservation, c'est un basement. C'est une base scientifique. Injection, ponction, tous les humains sont pareils, qu'on soit athée, musulman, juif, gay, noir, on est tous pareils, tu vois. Mais ça peut être un choix de la famille de ne pas le faire. C'est ça. Voilà, clairement. Après, des fois, c'est nécessaire. Voilà. Il y en a qui doivent le faire quand même. Un rapatriement à l'étranger, si le pays qui va réceptionner le défunt impose des soins, qu'on ait une conviction religieuse ou pas, si vous voulez rapatrier le défunt là-bas, il y aura un soin. C'est non négociable. Bien sûr. Voilà. Sinon, le défunt restera sur le pays il n'y a pas de choix, quoi. Dans lequel il est décédé. Voilà, c'est ça. Toi, tu as contact avec la famille quand même, du coup, parce que tu n'es pas que thanato, comme tu dis. Bon, c'est ton métier principal, mais comment tu arrives à gérer émotionnellement? Tu te mets un masque,
Faut pas trop se mettre un masque parce qu'il faut être quand même à l'écoute, il faut énormément d'empathie. Donc non, faut être vraiment pour bien faire ce métier, il faut se mettre des barrières, mais pas trop non plus. Parce qu'il faut vraiment savoir, tu vois, prendre quand même le ressenti, écouter les attentes et tout. Mais faut quand même se protéger. Voilà, il faut se protéger. C'est le plus difficile des familles. Sincèrement, un défunt, il parle pas. Oui, bien sûr. On sait indirectement avec la famille et tout, bon, ce qu'ils ont vécu, etc. Mais tant que tu n'as pas vu la famille, tu ne sais pas spécialement. Il y a des choses, tu les vois. Bien sûr, tout à fait. Cette jeune fille qui a été tuée par son compagnon, je veux dire, voilà, tu le vois. Mais je veux dire, des fois, il y a des personnes, bon, tu sais, qui viennent de certains services où bon, tu vois qu'ils ont eu de la chimio, ils ont encore des chambres implantables, des choses comme ça. Mais tu sais pas, tu vois. Et après, la famille, par contre, ils se confient. Et oui, ils te disent, ah, bah, elle est il a pas. eu ça, il a eu ça, il a vécu ça. C'est le plus dur, ça. En fait, c'est finalement après, toi, que tu sais tout ça. Il faut mettre des barrières. C'est plus difficile à dire qu'à faire. Moi, j'ai énormément d'empathie, donc. J'allais te le dire, toi, te connaissant quand même maintenant un petit peu, je pense que. Ça, j'ai un monsieur, il a perdu son épouse qui avait l'âge de ma mère. Ils avaient une fille qui avait mon âge. Il m'a tout raconté, qu'elle est décédée dans ses bras et tout. Moi, directement, j'ai fait le lien avec ma mère. Mais bien sûr, mais automatiquement. Ma mère en pleurant, la maman et tout. Ouais, des fois, il y a des choses qu'il ne vaut mieux pas savoir. Ah oui, je me. C'est quoi les demandes particulières et courantes que tu as par les familles? Tu as eu des demandes atypiques, je sais pas. Oui. Ouais, demande atypique, oui. C'est quoi? Récemment, on a eu un costume de théâtre. Ok. Ouais, costume de théâtre à mettre sur la défunte. Voilà, ok. De théâtre, donc voilà. Moi, une fois, j'ai eu une tenue déstructurée. C'est-à-dire que la dame était très, très colorée, etc. Beaucoup de bijoux d'un côté, pas de l'autre. Une veste, mais d'un seul bloc où d'un côté, tu n'avais pas de manche, d'un côté, tu en avais une. Ah, c'est pas ok. Différentes. Deux chaussures. C'était son style, quoi. C'était son style, voilà. Sinon, on a eu robe de mariée. Non. Si, robe de mariée. Waouh, mais pourquoi? Oh, ça fait bizarre, par contre, ça. Ouais. Bon, c'est un choix, moi je respecte. Hein. C'est quoi le salaire d'un thanatopracteur? Est-ce qu'on gagne bien sa vie en tant que thanato? Non, mais du coup, on va peut-être casser des mythes. Il y en a qui pensent que. Joker! Ouais, on va casser des mythes. Non, le funéraire, ça ne paye pas tant que ça. Ça ne paye pas tant que ça. Un thanatopracteur, bon, c'est des statuts cadres au forfait jour, souvent. Il va toucher, ça dépend, il va avoir un salaire de base, après il va avoir une prime aux soins supplémentaires. Voilà, des primes d'astreinte, des fois, il va toucher. C'est quoi, une fourchette? Lycée sur l'année, 2002, 2003, voilà. Ouais. Avec un peu d'expérience, en débutant 1008, 2000. Ah non, les gens ils pensent qu'on touche 3 ou 4 000 balles par mois, mais on est loin. Mais ouais, mais c'est ça. Hein. Conseiller funéraire, c'est pareil. Hein. Maintenant, en plus, il y en a beaucoup sur le marché de l'emploi parce qu'il y a eu beaucoup de. Pareil, c'était une mode un peu. Et, tu touches 1006, 1007. Alors après, tu vas faire des astreintes, tu vas avoir des primes d'astreinte, mais on est loin de ce que les gens peuvent penser. Ouais, bien sûr. À quel stade tu décides que le corps ne peut pas être vu par la famille? Toi, parce que c'est ton rôle, ça. Toi, c'est le thanato qui décide. C'est ça. Bah, si moi, déjà, j'estime que je n'aurai pas les compétences pour arriver à le rendre présentable, tu vois, clairement. Après, j'estime aussi que avec une bonne explication, les familles ils comprennent beaucoup de choses, voilà. Si vraiment, le but, c'est pas d'aller surfacturer un soin qui ne fonctionnera pas et à moi de m'imposer quelque chose, tu vois, auquel je sais que ça fonctionnera pas. Des fois, tu peux tenter le tout pour le tout. Tu te dis ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Mais voilà, je veux dire, si vraiment le défunt est trop abîmé, qu'il n'y a rien à faire, bon bah voilà, tu l'expliques à la famille et puis voilà. Ou si le défunt est trop abîmé, en état de décomposition trop avancé. Okay. Ce qui veut dire aussi que du coup, y a un risque, tu vois, sanitaire accru, voilà, parce que la prolifération des bactéries, etc. est là. Et je veux dire, il n'y a pas lieu d'aller se mettre, on est équipé, hein, mais tu vois, il n'y a pas lieu d'aller s'imposer tout ça. Si tu sais qu'il n'y a pas de résultat, bon voilà, à ce moment-là, tu l'expliques. Les familles peuvent comprendre beaucoup de choses. Il faut simplement leur expliquer. C'est des choses qu'ils ne connaissent pas. Puis ils sont dans une phase où ils sont dans le déni. Oui, voilà. Ils veulent vite voir. Voilà. Mais les familles, tu leur expliques. Moi, j'accompagne toutes mes familles dès que j'ai fait un soin. Et suivant comment s'est passé le soin et suivant mon ressenti, je vais leur dire, voilà, évitez de le toucher, peut-être. Ou tu vois, peut-être plus des bisous sur le front, mais pas ailleurs, tu vois. Il suffit que plus cosmétiser des endroits. Ou tu vois, si je vois qu'il a une peau très fragile, qu'il a fait de l'œdème et qu'il a une peau très fragile, je vais dire, touchez-le pas, voilà. Si vous voulez pouvoir le veiller sur plusieurs jours, évitez de le toucher parce que sinon ça va
ça va ne faire qu'accélérer, tu vois, la décomposition et peut-être qu'on devra fermer le cercueil plus tôt. Voilà, tu leur expliques, en fait. Et en général, ils respectent, hein. Ils comprennent. Les gens comprennent, ils ne sont pas idiots si tu leur expliques correctement les choses, tu prends le temps de leur expliquer. Voilà. Et est-ce que là, tu te vois faire ce métier toute ta vie? Ça, je ne sais pas du tout. Je sais pas du tout. Pour le moment, moi, ça me va très bien de faire ce métier. Alors, que thanatopracteur, je ne sais pas. Moi, je suis polyvalent, c'est l'avantage que j'ai. Oui, pour toi, c'est un avantage. Tu es content d'être polyvalent. Moi, ça me va d'être polyvalent, c'est voulu. Ça fait que je vois plusieurs choses. C'est pas routinier. Après, voilà. Moi, j'ai mes sources aussi pour extérioriser. On en a parlé, les vidéos humoristiques. Hein, voilà. Ça... Je ne crée pas que du contenu là. Tu vois, pareil, je ne me verrai pas que créer du contenu là-dessus. Moi, les week-ends, je m'impose de ne pas répondre aux questions du funéraire. Oui, tu fais aussi des lives le week-end. Donc, si tu veux, en fait, les week-ends, moi, des fois, là, le week-end, je fais des lives. Mais chill chez toi, quoi. Je suis chez moi, chill chez moi. Quelqu'un arrive et a une question, je vais lui répondre. Mais en général, des commentaires, je vais les liker. Ceux auxquels je vais répondre en vidéo, je les like pas pour les retrouver, tu vois, en début de semaine. Mais je m'impose, voilà, je m'impose une distance avec mon métier et à faire autre chose que ça, justement, pour perdurer dans le temps. Si je fais ça toute la semaine et en plus, je parle que de ça sur les réseaux, à la maison, c'est mort. Non, tu vois, clairement. Non. Et c'est là que je me suis mis à en parler de version décontractée. Mais j'ai besoin aussi de cette part d'humour, tu vois. Clairement, mais moi, je trouve que c'est ce qui fait la touche, en fait, finalement. C'est hyper intéressant. Je trouve ça génial, en fait, de ne pas prendre une voix hyper triste, hyper émouvante. C'est bon, c'est pas... Bien sûr que la mort, c'est triste pour les gens qui restent, finalement. Mais des fois, la mort... Moi, je préfère en parler avec un côté... sourire, bienveillance, décontracté. Pourquoi je mettrais un costume noir pour en parler? Il n'y a pas d'intérêt. Mais non, aucun. Voilà. Et j'en ai pas. Des fois, je fais même un petit peu d'humour là-dessus. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai commencé les réseaux, en fait. J'ai fait une vidéo en fait marrante un jour. On m'a dit, Mika, je fais une vidéo sur les clichés du funéraire. Et je l'ai fait avec mon squelette, Bud, qui était mon squelette anatomique. Ça, c'est notre. Et en fait, la vidéo, elle a fait beaucoup de vues pour le peu d'abonnés que j'avais. J'avais peut-être 400, 500 abonnés. Et la vidéo, elle avait fait 15 ou 20 000 vues. J'étais super content. Mais bien sûr. Là, on m'a dit, Mika, continue, t'as peut-être un truc. Et voilà, bon, après, j'ai vraiment creusé un écart entre les deux. Moi, je trouve que c'est génial parce que, en fait, tu t'allies ça vraiment à l'humour et t'es détaché de ça, en fait, de ce truc morbide, de ce truc triste, malheureux. Tu le rends joyeux. Il ne faut pas entretenir ce truc-là mystique. Les gens du funéraire, ils n'ont pas d'âme, ils sourient pas, mais pas du tout. Non, mais il faut le dire parce que t'en as sur les réseaux qui parlent de leur métier et puis ils prennent ça avec, voilà, beaucoup de... Tu sais, ils parlent... On m'a dit que je me prendrais un mur au début. Ah ouais? Oui. Quand j'ai commencé à faire de l'humour, d'ailleurs, des personnes qui sont célèbres sur les réseaux. Sur les réseaux sociaux m'ont dit que je prendrais un mur. Ah ouais? Ouais, à faire ça. Bon, au final, c'était pas méchant, c'était un conseil en toute bienveillance, voilà. Bon, je pense qu'elles se sont trompées parce que ça fonctionne bien maintenant, tu vois, regarde, j'ai même été faire mais moi, je trouve, moi, il y a des gens qui sont comme ça et que je n'écoute même plus parce que c'est triste, en fait. À chaque fois que tu tombes sur une vidéo, tu te dis, mais c'est pas possible de parler comme ça. Moi, je me fie à mon instinct et j'ai bien fait. Et mais tu as très bien fait. Moi, je te le dis sincèrement, j'adore ton personnage et je pense que je suis pas la seule. Les amis, si vous voulez rire et apprendre sur le funéraire, suivez-moi. Ouais, de toute façon, je vous mets les réseaux de Mika. Mika, qu'est-ce qu'on a rajouté sur toi? Plein de choses quand même arrivent hors de ton métier. Ouais. Quand même, tu as appelé pas mal, tu fais des interviews. Oui, ben ouais, ça se décante bien. Là, j'ai fait le journal local, donc quand même fierté. Ouais, voilà. Fière de représenter ta vie. Tout à fait, fierté. Après, voilà, j'ai passé en plus des années très difficiles. J'ai eu des problèmes de santé qui m'ont mené à un mode de vie pas top, clairement. Ouais, voilà, tu vois, j'avais rencontré beaucoup de mauvaises personnes et tout. Mauvais chemin. Et voilà, ouais, mauvais chemin. Et maintenant, bah, tout va bien, tu vois. Là, je viens d'acheter ma maison. Je suis diplômé depuis 2 ans. Les réseaux sociaux, ça fonctionne très bien. J'adore ce principe de pouvoir communiquer si facilement avec les gens. Ouais. En effet, oui, je me rends compte là qu'en fait, ma personnalité plaît. Voilà, l'approche des choses que j'ai bien fait de suivre mon instinct, tu vois. T'as bien fait. Ouais. L'approche des choses que je fais. Donc là, je peux pas en dire plus, mais j'ai fait un petit peu de télé. En espérant que ça... Moi, je sais. Voilà, ça sort trop tôt, l'interview sort trop tôt pour vous le dire, les amis. Mais... Rien de ouf, mais un truc sympa. Et en plus, on m'a dit que clairement, j'avais du potentiel pour ça aussi. Donc, c'est cool. Et en espérant que je puisse allier ça avec mon boulot. Ouais. Et, parce que c'est passionnant, c'est cool. Et tu t'amuses, t'es heureux. Plein de petits projets. Voilà, sincèrement, je touche ma tête, mais pour le moment, tout fonctionne bien.
Mais on peut pas avoir que du mauvais dans la vie, tu vois. C'est ça, voilà, je me dis pense que que c'est une j'en ai leçon qu'on peut chié tirer une de belle. toi, Ouais, ouais. ouais, j'en ai chié une belle et là tout va bien et je suis content et j'ai plus qu'à me trouver un mec. Voilà. Ça va être autre Si chose. vous voulez... Ça recrute ici. Ça recrute, non, mais voilà, et tout va bien. Et puis les réseaux sociaux, ça permet de faire de belles rencontres, tu vois. Ben J'en oui, ai parce la qu'on preuve. ne se serait jamais rencontrés. Voilà, donc cool, quoi. Merci Mika. T'es Merci à heureux, toi. t'as l'air vraiment heureux. Oui, tout à fait. Je suis contente. Merci, mon cher. Merci beaucoup. Ben, merci à vous les amis de nous avoir regardés et écoutés. Donc je vous laisse tous les réseaux de Mika. Je force Mika pour qu'il arrive sur YouTube. J'espère qu'il va arriver. J'arrive. Donc je vous mets tous les réseaux de Mika en description les amis. Nous on se retrouve dimanche prochain pour un tout nouvel épisode de podcast. On s'abonne les amis, je compte sur vous, ça monte tous les jours. Donc continuez à vous abonner. Je vous fais des bisous. Ciao. Bye bye.